Comment investir en colocation? Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'inviter Audrey Perrin qui est spécialiste de la colocation et qui va nous parler de sa spécialité. Je vous retrouve juste après le jingle. Audrey, bonjour. Salut Eric. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Tu nous rends visite à Strasbourg. C'est vraiment chouette. Alors, on a un petit peu débriefé, on a un peu parlé aujourd'hui, on a parlé de différents sujets d'immobilier. Alors c'est vrai que on pourrait parler des heures et justement on a voulu partager ça avec vous. Parce qu'Audrey, donc tu es spécialiste de la colocation, tu fais toi-même de la colocation et tu as aidé aussi beaucoup de personnes à lancer leur colocation, à en faire plusieurs. Donc tu connais vraiment les différents types de colocation. Oui. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quels sont les principaux types de colocation, quelles sont les différences entre les colocations? Les différences entre les colocations. Alors, souvent, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que les personnes qui n'ont pas ou peu de connaissances en colocation disent que qu'elles n'habitent pas dans des villes qui sont propices à la colocation parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants. Et moi, je leur réponds qu'il y a une étude qui est sortie qui dit que 54% des personnes qui habitent en colocation sont des jeunes actifs et des actifs. Donc, ça change complètement la donne. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, déjà, ça va vous ouvrir un panel de colocation possible. C'est ça. En termes de colocation, en fait, il existe plusieurs profils. Alors, pour ma part, je l'ai déjà dit assez souvent, sur le blog et également sur la chaîne YouTube, que toutes mes colocations sont complémentaires les unes aux autres et ne se font pas de concurrence, puisque les profils de mes colocataires sont totalement différents dans chacune de mes colocations. Okay. Et donc, moi je connais la colocation classique, on va dire, que tout le monde connaît, c'est la colocation étudiante. Oui. Donc c'est avec des jeunes locataires, et donc il y a encore d'autres formules. Alors, il y a plusieurs autres formules, en fait. Au total, j'en ai répertorié 7. Mais je vais parler plus particulièrement, peut-être, d'une colocation auquel on ne pense pas forcément, à savoir une colocation de seniors. Intéressant, ouais. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement, j'ai un de mes élèves à qui j'ai aidé à monter une colocation senior. Donc concrètement, je vais vous prendre un exemple. Il habite dans une ville où il y a une station balnéaire et il voulait faire forcément de la colocation par rapport à la rentabilité. C'est ça, puisque la colocation, en fait, c'est une stratégie qui permet vraiment d'augmenter votre rentabilité par rapport à la location plus classique. Ça, justement, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Aujourd'hui, on est en 2018. Pour moi, la colocation, ça reste et ça sera encore pour longtemps une des stratégies les plus intéressantes pour l'investisseur. Carrément. Enfin, moi perso, j'adore ça, donc voilà. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que ensemble, on a trouvé un avocat qui nous a rédigé un bail spécifique pour les personnes qui avaient plus de 70 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que la loi française est, entre guillemets, un petit peu plus favorable aux locataires qu'aux propriétaires. Je pense que vous le savez. Mais au-delà de ça, le bail vous permet, vous, en tant que propriétaire, de vous protéger. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on ne loue pas la même chose à des gens qui ont 25 ans ou à des gens qui ont 18 ans, qui sont étudiants, qu'à des gens qui ont 70 ans. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent. Vous savez que forcément on ne peut pas proposer les mêmes prestations. Par exemple, alors je ne dis pas que les personnes qui ont 70 ans sont grabataires, pas du tout, mais elles sont habituées à un certain confort. Donc forcément, vous n'allez pas mettre des personnes de 70 ans dans une chambre de 9 mètres carrés. C'est de la logique. Elles ont souvent, dans l'avatar client qu'on avait défini, un pouvoir d'achat et un budget qui est important parce que bien souvent, elles ont vendu leur maison et elles ont des revenus. Elles sont souvent retraitées, mais pas trop jeunes pour partir en maison de retraite, mais en même temps
parfois elles sont seules et elles ont envie tout simplement d'être avec leurs copains, leurs copines, etc. Et donc ça c'est vraiment top. Également, ça rassure aussi les enfants parce qu'ils savent que leur maman est avec la copine Janine, etc. Donc c'est hyper rassurant et en plus ça revient moins cher qu'une maison de retraite. Puis toutes les personnes qui ont 65 ans, 70 ans ne sont pas prêtes pour aller en maison de retraite. Au-delà de ça, en termes de confort, forcément, des personnes qui ont 70 ans, vous pouvez les mettre par exemple au premier étage ou au 10e étage, mais avec un ascenseur. Par contre, des étudiants, vous pouvez mettre le premier, deuxième, troisième, quatrième, 5e étage. Sans ascenseur, ça ne va pas être vraiment problématique. Après, bien sûr, ça dépend de l'endroit où vous investissez, mais c'est juste une question de logique. Il faut vraiment que vous adaptiez votre colocation au profil des personnes qui vont l'habiter. C'est vraiment important. Donc les personnes qui ont 70 ans, ce sera à proximité des commerces, à proximité vraiment du marché, à proximité de la poste et des banques, etc. etc. C'est très très important. Donc oui, c'est des besoins différents suivant le public. Complètement. Après, je crois, en fait, j'ai entendu que tu m'as dit, tu mélanges pas les différents publics. En fait, puisque c'est plus cohérent, il n'y a pas d'intérêt de mettre une personne de 45 ans qui est déjà dans la vie active avec des étudiants, c'est un décalage. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu dis par exemple la catégorie les retraités qui a un type de colocation, ils ont des besoins différents, ils ont un pouvoir d'achat qui est différent, donc tu vas louer pas au même prix, pas avec les mêmes prestations. Non. Je sais pas, peut-être des fois ils ont des meubles qu'ils aiment emmener aussi, donc il faut de la place. Oui. Enfin, il y a différentes choses comme ça. Est-ce que tu as des élèves qui ont cette formule et qui ont développé cette formule? Alors justement, j'ai un élève en particulier avec qui on a travaillé sur ce projet-là, de mettre en colocation pour des seniors. En fait, on a, comme toujours, regardé quelles étaient les personnes qui habitaient dans cette ville et ce qu'elles recherchaient. Et après, on a trouvé ce qui leur correspondait. Et en termes de meubles, c'est très bizarre, mais les personnes qui sont retraitées, jeunes retraités, qui sont très souvent très très actifs, qui ont une vie sociale et une vie associative importante souvent, ont de l'affect par rapport à certains de leurs meubles. Donc il y a besoin par rapport à ça, d'avoir des espaces où ils peuvent se projeter également. C'est-à-dire que par rapport à mes colocations étudiants, jeunes actifs ou même un petit peu actifs, tout est... en fait, ils n'ont qu'à déposer leur valise, vraiment. Par contre, sur les colocations de personnes seniors, 60 ans, 65 ans, là, on met toujours un espace disponible de manière à ce qu'ils puissent se projeter, de manière à ce qu'elles puissent mettre les meubles pour lesquels elles ont de l'affect. Et elles constituent un chez elles, dans une autre surface. Par contre, j'insiste vraiment sur les baux. Donc comme je vous ai dit là sur ce projet-là, mon élève et moi, on a vraiment travaillé avec un avocat qui nous a fait un bail spécifique pour les personnes qui allaient rester, pour les personnes qui avaient les 70 ans. Du coup, qu'est-ce qui est différent? Un exemple, qu'est-ce qui est important dans ce bail qui n'est pas présent dans d'autres baux? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément on protège beaucoup plus un petit peu en France les locataires que les propriétaires. C'est-à-dire qu'une personne qui a 70 ans, pour essayer d'être assez courte et concise, même si elle ne paye pas son loyer, on ne peut pas la mettre dehors. Quelle que soit sa situation, on ne peut pas la mettre dehors. Donc là, en l'occurrence, en accord avec la légalité, on a mis des options et surtout des paragraphes spécifiques et très particuliers par rapport à cette catégorie de personnes et surtout aux âges. Clairement, lorsqu'elles sont rentrées, ces personnes-là, elles avaient moins de 70 ans, mais le but, c'est forcément de ne pas s'en occuper de manière à ce qu'elles restent le plus longtemps possible. Et donc, forcément, elles allaient dépasser l'âge des 70 ans. Et dans ce cas-là, il faut vraiment protéger le propriétaire. Donc en fait, tu as bien préparé les choses, parce que je sais que tu as une approche pour trouver des locataires. En fait, toi, tu cherches les locataires avant d'avoir l'appartement. C'est-à-dire que c'est une approche d'étude de marché. Bien sûr. Où tu vas, tu es dans une ville, tu as une personne qui veut investir dans une ville, et donc tu vas d'abord comprendre l'avatar de ton futur client, et en fonction de ça, tu vas trouver des appartements qui vont correspondre à ce qu'il recherche. Par exemple, supposons que tu es dans une ville, il y a des villes où il y a plus d'étudiants, donc là, tu vas plutôt axer sur des appartements pour les étudiants près des transports en commun, avec une facilité d'accès pour leurs études.
Si tu es dans une autre ville avec des retraités, tu vas plutôt axer sur ce type de colocation avec les caractéristiques propres à cette colocation. Tout à fait. Et avec les contrats propres à cette colocation. Tout à fait. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que en fait, tu es sûr de faire mouche parce que tu sais où tu vas dès le départ. Complètement. Et pour aller un petit peu plus loin, en fait, dans ces types de baux, alors je me rappelle plus exactement quels sont les intitulés, mais c'est un petit peu glauque de parler de ça, mais on parle aussi du départ. Du départ, du départ soit en maison de retraite, soit du départ, vous avez compris. Donc cette clause-là, c'est un peu particulier, mais voilà. Donc il y a aussi ce type de clause dans ce genre de bail. C'est une clause qu'on n'a pas dans les baux classiques. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça va un petit peu plus loin que ça, c'est moins glauque que ça, mais c'est quelque chose qui vous protège aussi, de manière un petit peu comme les maisons de retraite en fait. C'est un petit peu le principe des maisons de retraite. Souvent, les maisons de retraite, c'est très bête, on paye à la journée ou au mois, et il faut souvent débarrasser en 24 heures après le décès d'une personne, parce que voilà, il y a des occupants derrière qui veulent la chambre, et plus, vous pouvez laisser les meubles, mais plus vous laissez les meubles longtemps, et plus vous allez payer à la journée. Donc c'est un petit peu le même principe. Business is business, malheureusement, mais il faut vraiment vous protéger. On n'y pense généralement pas, mais il vaut mieux l'anticiper. C'est ça. Et tiens, puisqu'on parle de bail, moi, une question qui revient souvent quand on parle de colocation, la question, je pense qu'on te la pose systématiquement, c'est bail solidaire ou bail classique. En fait, c'est une question qui revient systématiquement. C'est quoi la différence bail solidaire? C'est que les locataires sont solidaires du paiement. S'il y en a un qui ne paye pas, les autres sont responsables. Et s'il n'est pas solidaire, chacun paye sa partie. C'est ça. Et en fait, la question, elle revient systématiquement. Quel type de baux faire? Alors, moi personnellement, quand j'ai des petites colocations, donc j'arrive à faire des baux solidaires. Enfin, quand je peux, je fais des baux solidaires. En général, je propose mon bail, les personnes, elles regardent le bail, si c'est bon, on signe, c'est bon. Des fois, il y a des personnes qui sont pas d'accord. En fait, je pense, pour moi, personnellement, c'est pas ça la vraie question. Moi, la vraie question, c'est que les personnes soient solides, qu'elles répondent quand je leur demande les documents, qu'elles me donnent les documents, que le feeling passe bien, voilà, que je sois en confiance. C'est ça le plus important. Après, solidaire, pas solidaire, c'est un détail. Si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas faire, c'est pas ça qui va changer la phase du monde. Si vous avez des bons locataires en face de vous, on conclut l'affaire. Et ça, il y a des choses à vérifier, à discuter, à mettre en place. Ça demande un peu de pratique, ça demande un peu de méthode. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger le guide des 4 étapes pour mettre en location. Je décris précisément dans ce guide comment mettre en location, comment choisir vos locataires. Mais donc, pour revenir sur la question du bail solidaire ou pas solidaire, quelle est ta position, Audrey? Alors, mon cher Eric, ma position est très, très particulière. Alors, concrètement, lorsque vous allez faire un bail commun, eh bien, souvent, il y a un amalgame entre bail commun et solidarité. Donc souvent, il faut savoir qu'on peut faire un bail commun. Alors ça veut dire quoi un bail commun? Ça veut dire que c'est l'appartement qui est mis à disposition de Pierre-Paul Jacques et qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui sont indiqués sur le bail. Et ces personnes-là, soit on peut faire un bail commun solidaire, soit un bail commun non solidaire. Et également, on peut faire des baux individuels non solidaires et des baux individuels où ils sont solidaires entre eux. Et ça, il y a vraiment un amalgame. C'est-à-dire qu'il y a la loi Allure qui régit le type de baux que l'on doit faire. Par contre, les locataires ne sont pas trop au courant par rapport à ça, donc souvent ils pensent qu'à partir du moment où il y a tous les noms sur un bail, ils sont forcément solidaires entre eux. Toutefois, la solidarité, pour moi, c'est quelque chose qui rassure le propriétaire. C'est-à-dire que techniquement, l'entièreté du logement a un loyer de X euros. Par contre, on n'est pas moins protégé si, comme tu le disais tout à l'heure, si Pierre paye 300 euros, si Paul paye 300 et Jacques paye 300 aussi, on n'est pas forcément moins protégé si on n'applique pas la solidarité. Également, la solidarité peut être, et c'est très souvent, notamment en province, c'est très souvent rédhibitoire. C'est-à-dire que, ce qui est logique, une personne qui a le choix dans les colocations ne va pas prendre, de solidarité avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Tout à fait. C'est juste de la logique. Par contre, ça on peut l'appliquer dans des villes qui sont beaucoup plus grandes où il y a énormément de demandes locatives et où il y a très peu d'offres. Mais c'est vrai que clairement en province,
Si possible, ne mettez pas la solidarité, parce que là, c'est rédhibitoire. La personne qui a le choix entre deux appartements équivalents, hein, il y en a un qui n'a pas la solidarité, il va préférer celle-là, comme ça, il n'est pas engagé, il n'est pas dépendant de ce que fait l'autre personne. Tout à fait. Et en fait, moi, j'irais même plus loin. En fait, je pense que ce qui est plutôt important, c'est plutôt d'avoir des garants, un ou plusieurs garants pour chacun des locataires. En fait, c'est eux plutôt qui vont protéger le paiement des loyers plutôt que la solidarité. Oui. Ça, je pense que c'est plus important, on est d'accord? Pour moi, c'est vraiment ça. Sincèrement, la solidarité, c'est pour rassurer les propriétaires. C'est ce qu'on vous dit, entre guillemets, pour vous vendre des formations sur la colocation. Par contre, dans la réalité des faits, j'ai plusieurs baux. Pour ma part, je mets la solidarité lorsque ce sont, entre guillemets, des membres d'une même famille ou sur des petites colocs. Sur des 2, 3 colocs, je peux la mettre si ce sont 3 meilleurs amis, 2 cousines, etc., voilà. Des frères et sœurs. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais voilà. Par contre, ça ne m'empêche pas de mettre la solidarité et de demander des garants pour chacun de mes colocataires. Ce qui est logique, obligatoire. On vous le conseille, les garants, systématiquement, demandez au moins un garant. Enfin, en général, moi, pour les étudiants, en général, c'est un ou les 2 parents. Voilà, ça passe très bien. En tout cas, pour les étudiants, c'est tout à fait dans les mœurs, c'est tout à fait accepté d'avoir un garant. Donc, si une personne vous dit non, moi, je vous donne pas de garant, bah, écoutez. Tant pis, c'est les règles du jeu. Et ça, il faut que vos locataires acceptent les règles du jeu. Donc ça, c'est important. Également, ce que je vous dis, ce que je dis souvent, en fait, c'est que vos logements sont vos entreprises. C'est-à-dire que ce qu'on ferait, je vais dire, avec le cœur, il y a des personnes qui nous touchent beaucoup plus, qui ont dit « Ah bah c'est pas grave, si t'as pas de garant, Bichette, j'ai envie de t'aider, tout ça ». Et après, c'est pas évident voilà, on a envie d'aider aussi les gens, on aide aussi les gens, mais il faut vraiment réagir comme si, ce qui est le cas, en chef d'entreprise. C'est vraiment ça. Donc, dans ce cas-là, on prend un petit peu de recul, il faut avoir une vision micro et macro. On prend un petit peu le recul en disant, ok, alors attends, si il ou elle n'a pas de garant, si il ou elle, parce que c'est pas marqué sur la tête des gens s'ils sont bien ou pas, on peut pas, même si le feeling est bon, voilà. Donc, il faut vraiment que vous vous assuriez que toutes les personnes qui sont en l'occurrence en colocation aient exactement les mêmes documents au même moment et surtout avant leur entrée dans les lieux. Je vois pas pourquoi il y aurait Pierre qui aurait un passe-droit alors que Paul et Jacques, eux, étaient obligés de fournir l'entièreté des documents. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de social, alors c'est un petit peu péjoratif, mais malheureusement il y a de l'affect, mais on peut le transformer de manière différente. On peut donner des boîtes de chocolat à Noël, c'est ce que je fais, pour entretenir les bonnes relations, une petite carte, des choses comme ça. Mais entre guillemets, pas de social pour vous assurer vraiment, pour vous éviter un max de problèmes. Et je pense que ce que tu dis aussi, que les règles soient les mêmes pour chaque personne, c'est important. Après, ça ne crée pas de déséquilibre entre les locataires. C'est ça. Par contre, c'est une astuce que je t'ai donnée tout à l'heure. Dans chacune de mes colocations, en fait, j'ai un Big Brother, un ou une Big Brother. Alors, c'est quoi un Big Brother pour toi? C'est un œil de Moscou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que c'est une personne qui est un petit peu responsable de ma coloc. C'est-à-dire que c'est ma personne référente et à qui je demanderais s'il y a, voilà, je sais pas, une fuite d'eau, des choses comme ça. Et je vous conseille vraiment, vous, dans cette démarche d'entreprise, d'entrepreneuriat, de responsabiliser l'un de vos locataires, de vos colocataires, parce que si vous responsabilisez cette personne, eh bien, elle se sentira investie d'une mission, forcément, puisqu'entre guillemets, on l'a fait monter d'un grade. Et du coup, il ou elle sera responsable de la coloc. Donc, vous aurez beaucoup moins de soucis dans votre coloc, je sais pas, des dégradations, des choses comme ça, puisque il ou elle sera vos yeux et vos oreilles dans la coloc. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais dans toutes mes colocations. Par exemple, s'il y a des petits travaux, ça arrive des fois dans les appartements, il y a pas une petite fuite ou une ampoule à changer. Comment tu gères ça dans les colocs spécifiquement? Alors ça, c'est une astuce que je dis rarement, mais tu veux me faire avouer? Je te tire les verres du nez, là. En fait, je responsabilise mes colocs. C'est-à-dire que je leur donne à toutes mes colocs, entre guillemets, un budget. Alors en l'occurrence, moi je l'ai estimé à 200 €, c'est-à-dire que jusqu'à 200 €, je sais pas, mon responsable de coloc, par exemple, dans une coloc bien spécifique que j'ai en tête, eh bien va me changer, je sais pas moi, la poignée de porte, va me l'installer et va m'envoyer la facture. Et moi je poserai pas de questions, je vais lui faire un virement.
jusqu'à 200 €. Si par contre, il y a des choses un petit peu plus, spécifiques qui coûtent plus de 200 €, je lui demande ce que c'est, je fais faire un devis et c'est moi qui paye tout ça. Mais ils ont une certaine latence de 200 €. Voilà, donc je ne vérifie pas, je ne suis pas là pour vérifier s'il y a un souci, voilà, s'il a cassé la cafetière, même si c'est pas forcément à moi de la remplacer. Alors après, on va pas le faire tous les mois, mais s'il veut s'acheter une Nespresso, mais c'est top. Par contre, après, bien sûr, ce sera quelque chose qui va rester dans la coloc, et voilà. Ouais. Et je le rends. C'est important aussi pour la tranquillité d'avoir ce fonctionnement en automatique. Ouais. Moi, j'ai un autre fonctionnement, c'est un petit peu différent, mais par exemple, quand j'ai un locataire qui m'appelle parce qu'il y a je sais pas, des petits travaux, un petit truc à réparer, en fait, j'ai un homme de main, on va dire. C'est un auto-entrepreneur qui est très bricoleur, enfin qui en fait c'est son métier de réparer. À l'origine, c'est bien ça. À l'origine, il est électricien, mais il maîtrise la plomberie, il maîtrise différentes choses. Et en fait, pour tout ce qui est petits travaux, le locataire m'appelle, je lui dis écoutez, voilà, j'ai ma personne qui va vous rappeler. Et donc, l'auto-entrepreneur, je lui passe un coup de fil. Lui, il traite directement avec le locataire. Et pareil, j'ai le même montant que toi, Audrey. Si c'est en dessous de 200 €, il n'a même pas besoin de me rappeler, il gère le truc. Si c'est au-dessus, il m'appelle pour demander l'autorisation. D'accord. Mais sinon, je les laisse se débrouiller. Une fois que c'est fini, il m'envoie la facture. C'est ça. Et ce qui est génial avec... alors j'ai peut-être de la chance, enfin j'ai une personne qui peut se déplacer le samedi et le dimanche, ça c'est génial. Donc si ça arrive le dimanche, il se déplace aussi le dimanche. C'est un retraité ou pas? Non, c'est pas du tout un retraité, il a 40-45 ans. D'accord. Patrick, il s'appelle Patrick, alors... Merci. Je fais de la pub, voilà, pour Patrick, mais bon, de toute façon... il s'occupe aussi de mes appartements courte durée d'ailleurs. Ouais. Et ouais, je suis super content. Merci à Patrick s'il voit la vidéo. Merci à Patrick et merci à mes concierges aussi, Julien et Eric de Strass Lodge, qui s'occupent de mes locations courte durée. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais tu vois, on a le même principe sans s'être concerté. Et franchement, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est juste génial, en fait. Et ton homme toute main, en fait, ton Patrick. Du coup, est-ce que c'est une personne que tu rémunères au mois ou à la prestation? Non, à la Comment prestation. Ça se passe? Après il m'envoie la facture. Quand il a fait son travail, il m'envoie la facture. Après, peut-être si j'avais plus d'appartements, je le rémunérerais peut-être au mois, comme un service continu, mais là, c'est pas encore le cas. Mais je pense qu'à partir d'un certain nombre d'appartements, c'est important d'avoir des personnes qui vous aident, parce que sinon, à gérer tout seul, c'est compliqué. C'est top, ça, c'est une très bonne idée. On connaît des personnes qui ont maintenant plus de 50, 60, 70 appartements et qui veulent continuer encore. Clairement, c'est des choses qu'ils mettent en place. À un moment, l'automatisation. Obligé, si tu veux être tranquille. Tu es obligé en fait de déléguer pour pouvoir aussi grandir. Tu es obligé. Enfin, tu peux pas, t'as pas le don de l'ubiquité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, tu es obligé si tu veux. Même si on est entre guillemets tour de contrôle et qu'on a envie de tout maîtriser, au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Faut juste se rendre à l'évidence. Petite question, ton meilleur souvenir de colocation avec les locataires, ton meilleur souvenir d'échange avec les locataires? Attends, ça fait plus de 10 ans, mais j'en ai plein. Allez, le premier qui te vient à l'esprit. Je sais pas. En fait, j'en ai un qui m'a bluffé. C'est dans une de mes colocs. Un coup, donc j'avais des colocs qui m'avaient. Alors j'avais mis une ancienne cafetière, donc une cafetière à bec verseur. Ça, c'est juste pour mon côté écolo, parce que j'aime pas les cafetières avec les trucs en alu. Bref. Et il m'avait cassé le récipient à bec verseur. Et ça, sincèrement, limite, vous le changez, ça coûte aussi cher que la cafetière. Bref. Et lorsque je suis venue faire l'état des lieux, je vois un super percolateur de bar. Un truc de la marque Krups, où on peut faire le lait, les trucs comme ça. Et en fait, il m'avait construit une petite niche dans la cuisine pour mettre le truc, mais qui tenait pile poil. Et ils m'ont dit, écoutez, on vous le laisse. Et il était neuf, il avait 2-3 mois. Il coûtait plus de 200 €. Et ils m'ont dit, on vous le laisse. Alors après, on s'est arrangé par rapport au loyer, etc. Mais alors, le truc, c'est que les locataires, souvent, alors on pense, encore plus en colocation, que les locataires vont tout vous saccager, qu'ils vont être, que ça va être la fiesta tous les soirs, tout ça. Mais il y a des locataires, en fait, qui vous améliorent votre logement et qui laissent aussi, tu avais fait une vidéo là-dessus, qui laissent un lave-linge, qui laissent des choses comme ça. Et
ces ustensiles-là, ces appareils-là, vous pouvez les utiliser, c'est très bête, hein, pour louer encore plus cher Ça donne après. plus de valeur à votre appart. C'est ça, parce qu'après, toutes les personnes qui venaient, alors en plus de ce que j'avais mis, disaient « Oh, c'est génial, il y a un truc à un percolateur et tout ». Enfin, ils n'avaient jamais vu ça dans un appartement. Même s'ils ne buvaient pas de café, ils disaient « Ah, c'est le truc, c'est l'appartement où il y avait le percolateur. Ah, c'est celui-là que je veux ». Parce qu'ils n'en ont pas besoin à partir du moment, enfin, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver. Et ça, c'était juste génial. Et les relations avec les locataires, c'est juste absolument génial. D'où l'importance, mais ouais. D'où l'importance de bien choisir vos locataires. C'est ça. C'est vraiment important et ça change tout en fait. Ça change tout. Comme dit, moi j'ai des personnes, elles m'ont rénové un appartement, elles m'ont transformé, mais dans le positif. J'en ai d'autres qui m'ont laissé des meubles ou même un lave-linge. C'est ça. Enfin, t'imagines, le lave-linge, mais c'est top. C'est top, ouais. C'est génial. Après, bien sûr, on s'arrange, voilà, on bien s'arrange. Évidemment. Mais ça donne vraiment de la valeur et en plus c'est des choses qui sont optimisées pour l'appartement puisque les personnes elles se sont arrangées. C'est ça. Vous, ça vous fait gagner du temps et ça arrange tout le monde. En fait, c'est du gagnant-gagnant vraiment. Donc ça, c'est important, mais c'est les rapports que vous fixez au départ qui vont conditionner ces choses. C'est ça. Voilà. Mais il n'y a pas, j'aime bien, c'est vraiment ce que tu disais, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Je ne vois pas pourquoi, il y a une personne que je connais qui dit oui, tu vas trouver des pigeons. Je fais non, ce ne sont pas des pigeons, ce sont des locataires, des clients. Enfin, le rapport est égal. Et je leur fais le plus possible, enfin entre guillemets plaisir, de manière à leur donner quelque chose de très correct, de très haut de gamme. Je leur laisse vraiment, enfin c'est comme si c'était pour moi et chez moi, et en échange ils me payent un loyer. Donc il n'y a pas de, c'est pas un pigeon, pas du tout. Après c'est vraiment une question d'état d'esprit. Si toi tu penses que la personne elle a de la valeur, que tu la mets ou que tu la respectes, et elle va te respecter. Si tu penses au contraire avec des mots, j'ai même pas envie de les prononcer. Mais c'est ça en fait. Et si tu commences à prononcer ces mots, il a pas à les penser, c'est déjà que t'es. Et je me suis engueulée avec la personne avec qui me dit, je dis, mais c'est quoi cette mentalité quoi? C'est non. On peut être gagnant. Non. Okay. Tu vois. Maintenant, la question qui tue, Audrey. Mon Dieu. Pour toi, quelles sont les 3 qualités d'un investisseur immobilier? Les 3 qualités... Ça sera la question pour conclure cet entretien. Les 3 qualités d'une investisseuse immobilière. Une investisseuse, oui. Parce que c'est vrai, il y a aussi des investisseuses et il y en a de plus en plus. Et on n'est pas trop nombreuses, mais allez-y, mesdames. Et vous débrouillez très bien, mesdames. Ouais. C'est tout en douceur, en négociation, etc. La décoration aussi. Pas que, mais ouais. Les 3 qualités d'un investisseur ou d'une investisseuse en immobilier. Déjà, je pense que vraiment, c'est la curiosité. Premièrement, mais à tout niveau, en fait, on est déjà investisseur. Juste avant de développer, dis-moi juste les 3 qualités et après je te laisse développer. Alors, je dirais curiosité en premier. Je dirais de suivre ses valeurs en deuxième. Et troisièmement, je dirais d'être fixé sur son objectif. D'être focus à fond. Donc je ne me rappelle plus des 3 qualités. Curiosité. Ah bah c'est bon. C'est une qui revient souvent, curiosité. Curiosité, en fait, pour moi, un investisseur, c'est pas un ou une investisseur, c'est pas uniquement des personnes qui investissent en immobilier, parce que là on parle d'immobilier, ce sont des gens qui déjà sont entrepreneurs à la base. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont déjà un mindset visionnaires, qui savent déjà se projeter dans l'avenir à 5 ans, à 10 ans, etc. Pour moi, c'est ça un investisseur. Surtout aujourd'hui, en 2018, on n'investit pas comme il y a 50 ans. C'est ça. Pour moi, ce sont des gens, sans être forcément visionnaires, mais ce sont des gens qui sont curieux, qui sont, pour moi, bienveillants. Voilà, on voit pas le mal partout, ça va. Et après, comme je dis souvent, on a les locataires qui nous ressemblent et on attire les clients qui nous ressemblent. Donc, n'ayez pas peur de dire non à un client, n'ayez pas peur de dire non à un locataire, une locataire, si ceci vous dérange. Et voilà, il n'y a pas, ça doit être une bonne entente. Voilà, pour moi, c'est ça. Ensuite, le deuxièmement, c'était par rapport à vos valeurs. Toujours pareil, on ne va pas... Enfin, ne faites pas quelque chose à contre-cœur s'il y a un truc qui... Comme me dirait un de mes mentors, Olivier, s'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit. Non, on ne va pas louer une pièce qui n'a pas de fenêtre, même peinte sur un mur. Pour moi, ça ne se fait pas. Sauf si vous êtes un investisseur, mais dans cette catégorie-là, vous n'êtes pas quelqu'un que j'ai envie de côtoyer. Ou si quelqu'un veut vous faire forcer la main pour louer un appartement. Non.
Non, même si vous êtes déjà engagé, vous êtes sur le point de signer, si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, ne signez pas. On s'arrête. C'est pas parce que vous êtes là que c'est fait. Donc, Même si vous vous faites insulter, c'est pas grave. Vous restez aligné avec vos valeurs. Et au moins, vous dormez bien la nuit. C'est complètement ça. Et le troisièmement, c'était quoi? Je me rappelle plus. C'était quoi le troisièmement? Je ne sais plus. Et le troisièmement, si, c'était de rester focus. C'est-à-dire que, alors, essayez, alors c'est pas évident, c'est peut-être un conseil que je me donne à moi-même, essayez de rester focus sur un objectif. N'essayez pas de tout faire en même temps. Soit, si vous voulez faire du meublé étudiant au rendement, vous allez voir Eric. Soit, si vous voulez faire, entre guillemets, de la colocation, si vous voulez faire de la colocation, entre guillemets, il y a d'autres personnes et ou moi. Soit, si vous voulez faire de la location courte durée, il y a des personnes qui sont spécifiques par rapport à ça, ou des parkings, ou des choses comme ça. Allez voir directement les personnes qui ont les résultats que vous voulez obtenir et allez voir directement des personnes qui sont passées par là, quoi. Utilisez leur parcours, utilisez leur expérience. Vous gagnerez des années et des... Ouais, et puis je parle pas du côté financier aussi que vous allez gagner. Et puis vraiment partager, il y a des choses qu'on ne trouve pas dans les bouquins, partager avec des gens, discuter. Avec d'autres investisseurs qui ont réussi. C'est un truc de fou. Mais partagez, enfin sincèrement, vous avez discuté avec n'importe qui pourra vous apprendre. Pas n'importe qui non plus. Sur certains sujets. Ouais, si vous parlez d'immobilier avec quelqu'un qui n'y croit pas, il bien va... sûr. Bon, ouais, mais avec des personnes qui ont bien réussi. Sûr. Si vous parlez d'immobilier, allez vers les personnes qui sont en immobilier. Si avec votre famille, ils ne croient pas en immobilier, parlez foot. Voilà. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est ça en fait. Adaptez-vous aux personnes. Ayez le plus possible des bonnes relations avec tout le monde. Ce sera toujours mieux. Et surtout, restez focus sur vos propres objectifs. Quelle que soit la vie et les avis des gens, on s'en fout. Les gens ne sont pas vous, ne sont pas dans votre corps, ne sont pas dans votre tête. Faites vos objectifs selon et allez au bout de vos objectifs tels que vous les avez définis vous-même. Tout à fait. Bah, je pense que ça franchement, pas mal, super, hein. Merci. Ouais, c'est vraiment simple. C'est vraiment, ça apporte de la valeur. J'espère. J'espère que pour vous, ça vous aide aussi. C'est vrai qu'il y a des bonnes habitudes à acquérir quand on est investisseur immobilier. On va peut-être conclure là-dessus pour notre échange. En tout cas, je suis très content. C'était un bel échange. On a des belles infos. Et quand je parle d'habitudes, justement, moi, j'ai répertorié un certain nombre d'habitudes pour l'investisseur immobilier. Je vous ai préparé un guide qui s'appelle le guide des 10 habitudes pour bien investir. Je vous invite à le télécharger en cliquant sur le petit, je crois que c'est là, à moins que ça soit là, je ne sais pas, mais vous trouverez. Et dans ce guide, vous avez des conseils pour bien investir, pour bien débuter, pour bien utiliser les bonnes habitudes. Avoir les bases. Comme je dis souvent, quand vous faites une pizza, vous n'avez pas commencé à étaler la sauce tomate avant d'avoir fait la pâte. Donc on met la pâte, on l'étale et après on met la sauce tomate. Vous voyez, en fait, ce sont des choses, on commence par l'étape 1, 2, 3, même si c'est pénible, même si on a envie directement d'aller à l'étape 10, il faut faire l'étape 1, 2, 3 avant de passer à l'étape 10. Exactement. Voilà, donc je vous invite à lire ce guide, me faire vos retours. Je réponds à vos mails, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux échanges et pour de nouvelles aventures immobilières avec Audrey, je l'espère bientôt. Ben oui, sans souci. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. À bientôt. Bye. Ciao.